Donc, avant de débuter, nous aimerions commencer par reconnaître que Tiohtià:ke, soit Montréal, est situé en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtià:ke, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Et pour le faire en anglais aussi, we would like to begin by acknowledging that our discussion today is taking place on unceded Indigenous land. We recognize that the Kanien'kehá:ka Nation as the stewards of the land and waters on which we meet today. Tiohtià:ke is historically known as a gathering place for many First Nations, and today a diverse Indigenous population as well as other peoples reside here. With this in mind, we recognize the ongoing relationships between Indigenous peoples and other people in Montreal's community, and invite those joining us today to think critically about the role that settlers have played in the numerous conflicts with Indigenous nations this year. Only through continued efforts to hold settler and colonial authorities accountable can we move towards a just form of reconciliation. Donc, pour entamer cette discussion, nous voulions laisser la parole aux intervenantes et intervenants afin de se présenter rapidement et de résumer brièvement leur communication et laisser aussi aux modérateurs l'occasion de se présenter. Okay, hello everyone. My name is Aurélie. I'm a third year PhD student in film studies at Concordia University. And a month ago, I've presented my project to make work a Kodak camera from the 70s. But in 2020, through a media archaeological approach. Bonjour, mon nom est Émilie Banville. Je suis architecte d'abord de formation et puis doctorante en muséologie, médiation patrimoine à l'UQAM et également doctorante en histoire et théorie de l'architecture à l'Université technologique d'Eindhoven aux Pays-Bas. Et donc, mon projet doctoral porte sur la muséologie de l'architecture, en fait. Pour résumer, j'essaie de balancer anglais-français. So my presentation was titled Archives Await New Eyes Toward an Ethnography of Archival Practices in the Curation of Architecture. And yeah, it's about the stages of development of my doctoral project, which brings architecture and museology closer together through the shared apparatus of the archive. The project aims to understand how contemporary curatorial practices in architecture engage with archives while challenging established modes of historical and theoretical knowledge production. And I guess we'll have the chance to discuss it a bit further, but all my research is going to be done via ethnographic fieldwork. Hi everybody, bonjour à tous, je suis Emmanuel Château-Dutier, je suis professeur de muséologie numérique à l'Université de Montréal et historien d'architecture. J'ai surtout eu la chance de présider la session des deux intervenantes avec qui nous allons pouvoir discuter aujourd'hui. Pour commencer, est-ce qu'une personne du public aurait une question à poser? Benoît, je crois que tu vas devoir casser la glace. Ouais, moi je peux me lancer. On pourrait revenir peut-être sur une question assez globale qui pourrait peut-être synthétiser vos deux approches. Ça sera en quoi, selon vous, votre démarche et votre méthodologie s'inscrirait justement dans l'archéologie des médias, voilà, selon vous? Je peux me lancer. Aurélie, tu compléteras si… En fait, Aurélie, le projet d'Aurélie avait davantage à voir avec l'archéologie des médias comme telle. Moi, je dirais que ma méthodologie, en fait, ce sont les pratiques archivistiques et les pratiques curatoriales dans la muséologie de l'architecture sur lesquelles je me concentre. Et donc mon focus n'est pas nécessairement sur un média en tant que tel, mais davantage sur les pratiques qui font en sorte de rendre les archives productives et de rendre les archives
oui, de valoriser les archives, en fait. Donc, la façon dont je le perçois, ma méthode à moi, comme je l'ai mentionné, est plus ethnographique. Donc, c'est une observation ethnographique de ces pratiques-là. Et la méthode de ces pratiques-là qui sont exécutées par des acteurs qui sont l'archiviste, le curator, l'historien de l'architecture, le chercheur, eux, je dirais qu'avec l'archive, ont des méthodes proprement qui ont à voir davantage avec l'archéologie des médias. Donc, media archaeology would be what the curator or what the archivist does with architectural archives. And ethnography would be what I do to understand, explain, and then theorize what the curator and archivist do with the archives. I don't know if it's clear, but that's how I see it. Ok, et moi, en fait, je vois l'archéologie des médias comme vraiment la pratique pour comprendre l'histoire plutôt que, par exemple, lire des articles, lire des livres. Parce que pour faire mon travail, et un peu pour en venir aux conclusions que je suis arrivée, ou que donc l'histoire de la photographie est vraiment régulée par la loi et par comment ça s'appelle, par des trials tout au long de l'histoire, qu'au final, j'aurais pu aussi découvrir la même chose en lisant la page Wikipédia de Kodak, mais qu'en ayant plutôt une approche de l'archéologie des médias, c'est en utilisant, en fait, en essayant de faire marcher la caméra, c'est ça qui est apparu, c'est que d'un coup, c'est pas possible, et pour quelle raison? Parce que donc Polaroid et Kodak ont régulé vraiment la distribution de la pellicule, la distribution des films, et que c'était pas possible. Donc, c'est pas possible, techniquement, d'utiliser une caméra Kodak des années 70, caméra Kodak de photographie instantanée des années 70 maintenant. Mais donc, non, mais c'est intéressant qu'est-ce que tu dis, Aurélie, par rapport à, pour toi, l'archéologie des médias, ça a plus à voir avec la pratique. Comment tu pratiques l'histoire, en fait, ça a à voir un peu avec je ne sais pas si Emmanuel, vous serez d'accord avec la micro-histoire. En fait, la démarche de micro-histoire de Gainsbourg et c'est le fait, en fait, de s'attarder à la petite histoire vraiment en détail, en micro, en fait, d'un objet, d'une pratique. Ouais. Peut-être, mais ce n'est pas réductible à ça, parce qu'en fait, il y a quand même la dimension de fouille d'un objet, cette dimension matérielle qui, pour le coup, est interrogée. Alors évidemment, il y a l'idée de travailler à partir du micro, clairement, qui est commune. J'ai l'impression qu'un des enjeux de l'archéologie des médias, précisément, c'est de s'intéresser aux choses qui ne marchent pas, ou qui dysfonctionnent, aux médias obsolètes. Et donc, il y a, en tout cas, tel que la plupart de leurs promoteurs, de ces promoteurs ont diffusé cette notion, l'idée d'aller faire de la fouille, en fait, dans des objets médiatiques. Ce qui est particulier, par contre, c'est que le paradigme de l'excavation, en fait, il est lié à des déchets, des rebuts de la société contemporaine, donc c'est assez différent. Mais clairement, il y a, en tout cas, probablement quelque chose qui s'intéresse au macro, une disposition en tout cas qui est proche, peut-être. Je ne sais pas, Aurélie, ce que vous en pensez, c'est vous qui avez plus travaillé sur ça. Non. Alors, je ne suis pas très familière avec le concept de micro-histoire, même si j'imagine de ce que c'est, surtout avec l'explication qu'Emilia vient d'en faire. Mais oui, pour moi, c'est vraiment que, en fait, juste au moment où j'ai eu cette approche vraiment d'une fouille, comme Emmanuel vient de dire, de toucher l'objet, d'avoir vraiment un rapport matériel, tactile, en fait, j'arrivais pas vraiment non plus à comprendre autant où mon projet allait aller, mais autant ce que c'était l'archéologie des médias. Je pense que ça a vraiment été un déclic. C'est à partir du moment où j'ai essayé de faire fonctionner, où je coupais du papier, où il y avait tout ce côté vraiment activité créative presque, mais le fait que c'était la research creation. C'est que moi, je sais que c'est comme ça que je me suis dit, OK, là, je fais de l'archéologie des médias. Je ne fais pas juste de l'histoire. Ce qui m'a vraiment frappé dans votre travail, Aurélie, c'était après coup, c'était les liens entre justement la technique et la loi et les aspects réglementaires. C'est qu'en fait, on expérimentait la réglementation ou la législation et c'est à travers ses conséquences concrètes
sur l'objet. Ça, c'est très drôle parce que souvent, on n'imagine pas que les aspects disciplinaires, en fait, s'incarnent aussi directement dans de la matérialité. Oui, car là, c'était vraiment d'enlever en fait la pellicule dans les rayons des magasins. C'est que d'un coup, c'était juste plus accessible du tout. Et que donc là, techniquement, en 2020, je ne pouvais pas utiliser la caméra. Alors que c'est bête, car c'est pas non plus, c'est pas fou la technologie de la photo instantanée. C'est que c'est pas une technologie à 3 millions de dollars non plus. Mais du coup, vous révéliez des enjeux politiques sous-jacents à la production de ce genre de matériaux, des choses qui sont bien au-delà de la simple expérience en fait, médiatique, Oui. puisque vous en faisiez quasiment une critique oui, politique, très directement. À un moment, vous l'avez énoncé comme tel. J'étais anticapitaliste. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions de la salle, peut-être? C'est difficile de briser la glace avec Zoom, mais on l'a fait. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions écrites dans le chat aussi. C'est peut-être pas tout le monde qui va vouloir poser sa question à voix haute, Benoît. Je sais pas si tu peux faire. Ben, n'hésitez pas à nous écrire oui vos questions, donc soit dans le chat ou soit en activant votre micro. Et sinon, je crois que Aurélie avait une question pour vous. C'est ça, en fait, la question, c'était pour Aurélie Petit. On en a discuté un petit peu en amont, mais je me demandais, en fait, c'est ça, ton approche, c'est vraiment, il y avait vraiment des enjeux avec les expérimentations matérielles, les techniques que tu as pu avoir. Puis je me demandais, avec le contexte actuel, avec la pandémie, comme qu'est-ce que tu n'as pas pu faire, qu'est-ce que tu n'as pas pu réaliser, que tu aurais voulu réaliser avec le Kodak? Okay. Donc, par exemple, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est que la caméra, elle était bilingue, en fait, et que le manuel aussi était bilingue, ce qui, de toutes les photos que je pouvais trouver en ligne d'archives de Kodak, ou même toutes les photos de Kodak, donc de The Endor que je pouvais trouver, elles étaient toutes seulement en anglais. Et donc, je savais que cette caméra, elle avait été produite pour un public qui était québécois, ou en tout cas canadien, et qu'en plus, dans le manuel de l'époque que j'avais, donc tout était bilingue, mais aussi il y avait une adresse à Montréal. Et moi, idéalement, ce que j'aurais voulu faire, c'était presque en fait prendre des photos avec la caméra de mon expérimentation, qui serait d'aller sur cet endroit qui, j'imagine, est sûrement fermé ou qui est complètement remplacé par quelque chose de nouveau maintenant. Et c'était vraiment de documenter en fait tout ce process qui aurait été d'aller visiter donc cette, je sais pas, ancienne usine, ancien magasin, de faire de la recherche, de vraiment lier à tout ça. Et donc, comme mon projet, je l'ai commencé fin février, c'était pas super pratique après de se balader dans Montréal. Surtout qu'au final, la caméra, je n'arrive pas vraiment à la faire marcher. Donc aussi, il fallait que je repense. Après, je me disais que prendre des photos avec un iPhone, par exemple, ça aurait été très intéressant. De dire que je documente mon trajet, non pas avec l'appareil photo que j'ai, mais donc avec la technologie la plus récente pour prendre des photos que je possède. Justement, j'avais comme une autre sous-question par rapport à ça. Au début de ta présentation, tu dis que justement, tu pensais le mettre éventuellement sur Instagram. Puis je me demandais si tu avais justement documenté ton expérimentation matérielle, technique sur Instagram. Puis si tu l'avais documenté, comment ça avait pris forme? Alors, j'ai mon colocataire qui a pris des photos de moi pendant que je le faisais. Mais que je sais que je me rappelle que quand j'ai acheté la caméra, donc il y a quelques années, je l'avais postée sur Instagram dans une story en boomerang, genre vraiment donc en jouant sur tout ça, sur je viens d'acheter une caméra instantanée. Mais non, après j'ai pas documenté plus que ça parce que justement il y avait, en plus c'était un moment où quoique je sais pas si ça aurait été un peu indécent au début de la pandémie. C'est parce qu'il y avait un peu cette chose où il fallait pas montrer qu'on était trop productif, mais aussi il fallait continuer à montrer qu'on faisait des activités artistiques à côté. Surtout en mars. Mais donc, je ne sais pas si au final, ça se serait inscrit dans cette idée que la pandémie, dans un coup, beaucoup de gens ont beaucoup de temps et on va faire du pain, on va coudre des vêtements et moi, je commence ce projet photographique. Ou alors, ça aurait plutôt été il y a des gens qui sont en train de mourir. C'est pas forcément le moment. Donc, je ne sais pas. Mais je ne l'ai pas fait au final parce que juste, ça ne s'inscrivait pas. Et comme au final, c'était un projet que je réalisais pour un cours sur l'archéologie des médias, avec Darren Washer à Concordia, j'étais
j'étais quand même aussi dans cet état d'esprit que je faisais un travail pour l'école. Super, merci beaucoup. Emily, can I ask you a question? I'm just trying to understand whether you would read the architecture itself as an archive. And if you are, then how would you distinguish between a ruin as an archive and a building that is still functioning as an archive, and how you bring that into your study or interpretation? You mean if I consider the architecture itself as being an archive? Because it kind of fits the definition that you're working with of an archive as a place that is activated. Yeah. Yeah, so as if the building could be a constructed archive. It's a good question. I've been working around the idea of an architectural of an archival fond. So like the collection of documentation, mostly of architectural projects. Whether the building is built or not. And my conception of the architectural archive and the productive archive, as I explained in my presentation, is encompasses a lot of dimensions and of elements. It's not just about the drawings, the plans, the drawings, and so it includes everything that relates to the architect and his thinking, his or her thinking mind, everything related to the conception, the design process. But indeed, I guess that we could say that visits that are organized around the building or a room or something like that are also a way of valorizing architectural heritage and architectural archives in the sense of in situ archives, if I may say. I don't know if it answers correctly your question. I think my understanding was just that that a building itself has some marks left on it through the use that, and those marks can be read in a certain way, and it gives it an archival quality. How the stone has, diminished over the year, and stuff like that. That's how I was thinking. No, totally. It's just not a direction that I'm exploring, because I'm really into the architecture museum and research center, which is based on the collections of an architecture museum are basically models, plans, and all of the archives. And there are a few exceptions, like I don't know if you know le Musée des Monuments Français in Paris. It's another type of architecture museum which exhibits fragments of built architecture. Some of them are, no, I was going to say some of them are original, but it's mostly reconstructions. So I guess I'm more focused on the archive, as in the paper archive, the documentation, but there could be a way of thinking the same way, considering the building and the evolution of the building as well. Si vous le souhaitez, on peut passer à une autre question. C'était Denise qui avait écrit dans la conversation. Est-ce que Denise, vous voulez poser votre question?
la lire, On peut-être? peut la lire, oui, peut-être plutôt. Est-ce que tu veux la lire, Émilie? Puisque c'est pour toi. Ah, c'est pour moi. Votre sujet d'étude, Émilie, votre sujet d'étude offre un accès inédit à des perspectives méconnues mais essentielles à une meilleure connaissance de l'architecture. Comment peut-on favoriser la diffusion de ce volet dans les milieux muséals et universitaires? Oui, tout à fait. En fait, moi, mon ambition éventuelle, au terme de cette recherche doctorale-là, ça serait de sensibiliser la formation en architecture à davantage. En fait, ça serait de monter un cours vraiment d'enseigner à partir des fonds d'archives. Donc, de rendre les fonds d'archives plus accessibles et plus utiles dès les premières années de la formation d'un architecte et de mettre les étudiants en contact avec les archives, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut-être ailleurs, mais bon, à Montréal, moi, dans ma formation d'architecte, c'est pas une réalité à laquelle j'ai été initiée. Puis il y a énormément à apprendre, non seulement du contenu transmis par les archives pour l'histoire de l'architecture, mais de l'archive en tant qu'instrument comme tel. En Europe, puis aux États-Unis aussi, il y a de plus en plus de programmes au niveau universitaire de maîtrise et de troisième cycle aussi en curating, en critical studies, qui sont vraiment axés spécifiquement sur l'architecture. Quelque chose qu'on n'a pas ici, donc ça serait dans cette visée-là pour répondre à la question dans le milieu universitaire. Puis ben, dans le milieu muséal, évidemment que c'est déjà le cas un peu, si on revient à ma présentation, ben, je me concentre sur 3 case studies, sur 3 études de cas, dont le CCA, le Centre canadien d'architecture à Montréal, qui, depuis quelques années, tente de mobiliser de plus en plus les fonds d'archives et ces collections d'archives via leurs programmes curatoriaux. Donc, en invitant des commissaires de l'extérieur de l'institution à fouiller, à rechercher les fonds d'archives, puis à émettre des propositions curatoriales originales, dans le but est de donner une visibilité à ce type de pratique curatoriale et archivistique et évidemment dans le but de valoriser le contenu même de ces fonds d'archives. Cool. If nobody else was going to ask questions, I didn't see any in the chat. I have a question for Aurélie. So you said when you introduced yourself today, you just introduced yourself as a film studies student, and then also at the start of your talk that we recorded, you also mentioned, you know, oh, I'm not an art history student, but this is an art history series of conferences. So I was just wondering how your perspective as a film student maybe did it lead you to different styles of research or thinking towards a subject that is a little art historical, since we're presenting it here? You know, I was thinking of you using like YouTube videos as sources, that sort of thing. Well, yeah, so I'm not an art history student. I'm still in the fine arts department at Concordia, so that is where art history and film studies are both part of it. So I'm still in contact with art history people, and that's why I know about IPTES. I think it's interesting because for me, more than just art history, my project is really research creation, which is just something I'm not used to do. Because I'm doing a thesis and I also work on Japanese animation. I have like nothing to do with this project. And so almost because it was research creation, it's almost worked at a creative outlet for me, which is maybe something I would do more if I was in art history, because maybe I would have more venue to do it. Gotcha. Okay. Do you think then maybe
Has this project maybe influenced how you'll do future research, do you think? Like, are there any ideas or techniques you'll bring into future, like, for example, your thesis research or anything like that? I think actually it brought me a lot of joy to do it. I don't know, to do something like very creative and even to write about it, because I loved to do it. And it really made me rethink of like why I was doing research in the first place and what I wanted, and like that I wanted to keep this state of joy in my research, like even if it's just writing a thesis, just writing 300 pages, but to, I don't know, to really enjoy what I was doing. So it was a very positive experience for me. So I don't know how, Emily, do you think that it's something you resonate with also? Sorry, what if I resonate with the joy? your joy of doing a more creative? I don't know. No, yeah, because your project was maybe less creative, but even maybe to just connect with people and with archive for you. I don't know. It's a weird question. Yeah, it's a good question, and it's a funny thing because I think when I decided to go back to school and to do a PhD, because I was practicing architecture before, and so I think I had the need to go back to something more conceptual and more theoretical, and so to move away a bit from the practice. But paradoxically, what I'm observing in theory and is practices, curatorial practices and archival practices, and so I'm necessarily gonna go back to the field to observe the on-site practices and to map the relationships and the networks of relationships between the actors that make those practices possible. So yeah, I think I think it's I needed to still, if I had this need of theorizing a bit more than I used to do in my architecture practice, but still I need to go in the field and to test, to observe and then to test it somehow. It's still much less creative than doing proper architectural work though, but I'm almost wondering if I would have found the same pleasure if I was presenting like you on my research. You know, it's like maybe I was just very happy to do it because it has absolutely nothing to do with anything I'm doing. Yeah, it's a bit the opposite for me. I think if I would have been presenting a subject that I'm not working fully on, maybe it would have made me a bit more confident, because now I'm really like this with my subject, and sometimes it might not be such a good thing, but I don't know. I was surprised by the fact that you didn't dig into your doctoral research, your main activity, let's say. But I believe that it might have been fun for you. Pardon, vas-y Aurélie. J'aurais une autre question pour Émilie. En fait, je voulais parler un peu des archives de Louise Barragan. Puis j'avais vu un film de Gilles Magid qui parlait, enfin, de Proposal, où est-ce que, en gros, ça évoquait pas mal la notion de l'archive, enfin, une des notions qui m'avait interpellée, c'était celle de l'archive morte ou d'une dead archive. Puis, je me demandais, en fait, c'est ça, la différence de traitement, de visibilité entre une archive institutionnelle et privée, si tu pouvais nous parler un peu de ça.
Ouais, en fait, dans le cas de l'artiste Gilles Magid et du documentaire en fait qui a été réalisé sur son projet. En fait, elle a fait, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous irez googler, mais en bref, elle a fait un projet à partir des archives d'un architecte mexicain, Luis Barragan. La différence, oui, puis oui, Aurélie, tu mentionnes la notion d'archives mortes, à partir de laquelle je construis aussi mon argumentaire pour arriver à l'archive productive, en fait. Parce qu'en fait, un fonds d'archives qui est conservé dans une institution ou chez un particulier, si ce fonds d'archives-là n'est jamais mobilisé et jamais activé et jamais recherché, ben oui, en quelque sorte, c'est une archive morte, figée dans le passé, puis qui n'a pas d'utilité. Mais du moment où on l'active et on la rend productive, puis on lui donne une deuxième vie, si on veut, voilà, c'est comme ça qu'on sort l'archive de sa fixité, si on veut. Après ça, la distinction entre l'institutionnel, puis en fait, ce qui était très compliqué dans le cas de Gilles Magid, c'est que ça devient un débat, légal. Tout ce qu'il y a, quand on fait un fonds d'archives, que ce soit, j'allais dire un fonds d'archives d'architecte, ça peut être un fonds d'archives d'un artiste ou peu importe, mais quand c'est acquis via le marché, quand c'est acquis de façon commerciale via le marché de l'art, ben ça demeure privé. Puis après ça, les droits d'utilisation puis de diffusion, surtout de ces matériaux-là, ça n'a rien à voir avec une mission institutionnelle, une mission muséale qui est justement à la base de valoriser ces collections. Donc, finalement, Gilles Magid, elle a réussi à faire quelque chose. Elle a quand même fait son projet, mais je sais qu'elle a eu énormément de difficultés d'abord à avoir accès au fonds d'archives. Ce qui aurait été une toute autre histoire si le fonds d'archives avait été détenu par la Getty Institute à Los Angeles, par exemple, ou par le CCA ou une autre de ces institutions spécialisées en architecture pour lesquelles l'accès est vraiment démocratique. T'sais. Là, c'était tout un autre game, un autre jeu d'acteurs, si on veut, avec ceux qui ont acquis le fonds au privé pour des sommes très importantes. Je crois que c'est beaucoup plus difficile de rendre... en fait, ça dépend, j'allais dire, c'est beaucoup plus difficile de rendre une archive productive et une archive visible au public quand elle n'est pas préservée en milieu institutionnel. Encore là, ça dépend toujours de la volonté du propriétaire. Dans le cas des archives de Luis Barragan, c'était pas simple de négocier avec les propriétaires de l'archive. Puis en même temps, cette espèce de difficulté d'accessibilité-là donne, j'imagine, une certaine envie d'aller chercher ces archives-là, alors qu'il y a pas un peu beaucoup d'archives qui dorment juste pas par désintérêt, mais juste parce qu'ils sont justement ils sont accessibles. Oui, mais je sais pas, personnellement, je pense pas que ça a à voir tant que ça avec le fait qu'elle soit préservée au public, en institution ou au privé, dans la mesure où, par exemple, au CCA, tous les fonds d'archives, si on n'imagine pas des programmes curatoriaux, des programmes culturels en lien avec des fonds spécifiques, ça reste des archives qui dorment, qui, oui, font partie de la collection, qui, oui, sont conservées en institution, mais qui ne sont pas mobilisées et qui ne sont pas données à voir au public pour autant.
D'où l'intérêt de ce que tu disais au début au sein universitaire de donner cet accès-là aux archives au sein même de la formation. Oui, puis de sensibiliser, architectes, futurs architectes, étudiants, juste au fait, juste à l'existence de ces ressources-là qui sont d'un potentiel grandiose. Puis dont, personnellement, oui, en tant que jeune étudiante en architecture, c'est pas, j'ignorais tout le potentiel de ce type de ressources-là. Donc, je pense qu'Aurélie a une question. Je crois que c'est ça. Parce que c'est drôle car sur la question même de l'accès des archives, car quand on était rentré de la conférence, Emmanuel il m'avait parlé d'un très bel article sur l'éthique en fait de la recherche des archives en ligne, qui est après un article que j'ai beaucoup lu et qui a ouvert beaucoup de perspectives pour moi et qui parle de qu'est-ce que c'est donc l'éthique de quand on regarde les comportements des gens en ligne et qu'est-ce qu'on a le droit ou qu'est-ce qui est bien de conserver ou pas. Et je me demandais, Émilie, si pour toi, il y avait une question de l'éthique qui entrait en jeu à un moment pour ton travail d'archive ou comme au final, c'était des archives ouvertes qui étaient disponibles ou est-ce que toi-même, tu as peut-être que tu essayes d'orienter ta recherche selon une certaine façon par rapport à ton comportement vis-à-vis des archives? En fait, comme je disais au départ, comme ma méthodologie à moi, elle est plus d'ordre ethnographique que c'est pas, vraiment j'observe les acteurs qui sont en relation eux-mêmes avec les archives. Donc, d'un point de vue éthique, oui. D'un point de vue éthique, en fait, où je vais intervenir auprès des acteurs et tout. Puis, donc, dès qu'on travaille avec des sujets humains en sciences humaines et tout, bon, on a cet aspect-là à considérer. Mais ce qui a à voir avec la notion de privé ou de confidentiel ou par rapport à l'archive comme telle, non, ça fait pas partie de mes considérations. Puis de toute façon, effectivement, des fonds d'archives qui sont conservés dans un musée ou dans une institution comme le CCA, par exemple, sont ouvertes à tous. Donc, je sais pas si ça répond à ta question. Justement, je me demandais un peu si... Donc, c'est ça. S'il y avait, même pas si toi tu en avais, mais s'il existait des limitations par rapport à l'accès. Mais apparemment, il n'y en a pas, donc tant mieux. Mais je pense que c'est plus ça peut savoir en amont au moment de l'acquisition d'un fonds d'archives, tu sais, puis par rapport à ce que le donateur décide d'ouvrir au public ou pas, donc décide de donner ou pas. Il y a des fonds d'archives d'architecture qui incluent plein de documents personnels, tu sais, qui, dans une certaine mesure, sont reliés à la profession, mais de très loin aussi, tu sais, comme dans la dernière, je me suis attardée à une étude de cas, la dernière série d'expositions Out of the Box au CCA qui portait sur, en fait, c'était trois expositions par 3 commissaires invités différents sur un même fonds d'archives, le fonds d'archives de Gordon Matta Clark. Et puis, ce fonds d'archives-là contient beaucoup de documents personnels, des photographies de voyages, mais de voyages personnels, pas nécessairement professionnels. Puis voilà, je pense que ça a plus à voir avec l'acquisition du fonds au départ. Merci. Les archives Barragan, quand même, elles appartiennent au musée Vitra, hein, donc en fait, elles sont gérées par une fondation qui est un organisme à but non lucratif. Donc du point de vue statutaire, c'est pas très éloigné du CCA, qui est aussi une organisation de droit privé. En réalité, ce que ça signale surtout, c'est que les archives d'architecture, pendant longtemps, n'ont pas suscité beaucoup d'intérêt et que du coup, elles ont été monnayées ou dispersées. Et en réalité, les gens qui ont réuni ces archives à partir de la fin des années 70 ont agi en tant que pionniers en essayant de valoriser précisément ces fonds et en
en investissant pour les conserver au moment où ils étaient presque partout jetés. En France, les archives d'architecture qui sont réunies à l'Institut français d'architecture, pour partie viennent des archives nationales, avec le dépôt du Fonds Perret. Il y a 3 architectes comme ça qui sont entrés dans les collections, mais le reste, ça a été une politique d'acquisition volontariste menée par l'Institut français d'architecture, qui était une association professionnelle. Donc, on a le même cas de figure à Bruxelles avec les archives d'architecture moderne. Et donc, ça parle plutôt du statut de ces fonds, hein, qui ne sont pas forcément des fonds considérés comme des œuvres d'art à part entière d'emblée, qui sont... Et du problème de la documentation des édifices, parce qu'évidemment, on ne collectionne pas les bâtiments, on collectionne des archives sur ces bâtiments. En fait, les archives Barragan, c'est une portion des une portion des archives qui sont au Vitra Museum, effectivement, mais la portion, je ne sais pas si c'est les archives personnelles ou s'il y a une portion de ces archives professionnelles également, mais qui sont détenues par la... je ne me souviens plus du nom de la dame, je ne sais pas, Aurélie, si tu te souviens là, dans le film, mais bon, la dame qui a les ayants droit sur les archives. Et puis, l'artiste Gilles Magid était allé faire un séjour en résidence, donc un séjour de recherche dans l'ancien atelier de Barragan qui est semi-ouvert là, aux artistes. C'est pas ouvert au public, mais c'est ouvert aux artistes. Et puis, normalement, ces fonds d'archives-là, elle aurait dû avoir accès à aux fonds d'archives personnels qui venaient en quelque sorte avec la maison, avec l'ancien atelier de Barragan. Donc, c'était plus, ça a plus été par rapport à ça, son effort d'essayer de convaincre les ayants droit de libérer cette partie-là, en tout cas, qui avait pas à voir avec ce que le musée avait acquis. Faudrait que je le réécoute pour me remettre dedans, là, mais je pense que c'est ça. Des gros problèmes de questions de droit d'accès, de droit à l'image pour l'architecture contemporaine, parce que pendant longtemps, par exemple, la Fondation Corbusier avait des politiques de droit extrêmement restrictifs et se donnait du coup un droit de regard sur les publications et la critique même de l'œuvre du Corbusier. Certes, il y a eu dans les années 90 des cas de figure assez épiques d'ailleurs de ce point de vue-là. Donc finalement, il y a pas mal de problèmes successifs. L'archive a quitté son pays d'origine, ce qui est problématique par rapport à la patrimonialisation de l'œuvre de l'architecte, mais il y a aussi plusieurs strates de droit, puisqu'il y a les propriétaires de l'archive, mais il y a aussi les ayants droit de l'œuvre. Oui, exact. Et puis, ce qui devient problématique pour l'objectivité des recherches qui sont menées par rapport à ces... Tout à l'heure, en vous écoutant tout à l'heure, on parlait d'archéologie des médias, et vous, Émilie, vous dites que votre approche s'inscrit du côté de l'observation ethnographique. Moi, la question que j'avais à vous poser de nouveau, parce que je pense que je l'avais déjà vaguement abordée, c'est pourquoi l'histoire de l'art aurait besoin d'aller voir du côté d'autres disciplines comme ça? C'est une question que je pose très naïvement, évidemment. Mais je trouve ça super intéressant, en fait, que votre génération d'historiens de l'art aborde ces objets de cette manière. C'est drôle parce que vous me posez cette question-là, parce que je ne me considère pas vraiment comme une historienne de l'art. En fait, pas du tout. Je ne suis pas une historienne de l'art. Je n'ai pas étudié en histoire de l'art. Et puis, je ne me considère pas non plus comme une historienne de l'architecture, peut-être comme même vous pouvez l'être. C'est peut-être pour ça, en fait, que inconsciemment, je me suis dirigée vers une posture qui a plus à voir avec l'action, donc avec l'ethnographie, qu'avec une méthodologie qui est proprement issue de l'histoire de l'art. Je ne sais pas, c'est peut-être... oui, parce que je m'identifie plus à une architecte praticienne d'abord et avant tout qu'à une historienne de l'architecture, même si c'est... Mais j'ai eu un peu cette réflexion-là avec moi-même aussi, en fait,
quand j'ai décidé de poursuivre au doctorat, je ne savais pas si c'était plus pertinent de continuer au doctorat en muséologie ou d'opter pour l'histoire de l'art. Donc, je pense que, parce que j'avais les deux possibilités, puis, mais je pense que j'avais un peu le sentiment d'imposteur de m'envisager dans un milieu avec d'autres historiens de l'art. Puis en muséologie, c'est vrai que ce que je fais a plus à voir peut-être avec la théorie de la muséologie. En même temps, tout ça est appuyé par des études de cas qui sont analysées de façon très terrain, tu sais, très pratique. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. La nécessité de l'interdisciplinarité, c'est ça? J'imagine que vous n'êtes pas la seule dans cette salle virtuelle. Est-ce qu'on peut poser des questions au public, non? Benoît? Bien sûr, ça serait très intéressant. Non, mais j'étais curieuse par rapport, mais peut-être Benoît, tu vas préférer qu'on en parle entre nous avant, mais par rapport au format, savoir ce que le public a pensé du format, est-ce que les conférences préenregistrées versus assister à une conférence plus traditionnelle au complet sur Zoom, puis de poser ses questions ensuite, puis... Ouais, c'est vrai parce qu'on est en expérimentation et je pense tous et toutes, hein? C'est ça qui se passe. Fait que... Non, oui, ben c'est ça. Puis je veux pas, j'avoue que je me suis pas. Tu sais, quand tu viens de parler tu viens de faire ta présentation, puis la période de questions suit tout de suite après, c'est peut-être plus évident. J'avoue que je me suis pas re-regardée aujourd'hui là, en préparation fait que je suis peut-être un peu moins dans le bain, mais en même temps, peut-être que la majorité du public ont regardé les conférences aujourd'hui ou il y a quelques jours, je sais pas. Ouais. Effectivement, c'est pertinent si des gens du public veulent nous éclairer là-dessus sur leur expérience. Donc, n'hésitez pas. C'est un bon point. Merci. Il y a des gens qui répondent dans le chat, c'est moins confrontant. N'hésitez pas. Donc, je suis désolé, moi je ne sais pas si ma connexion est en train de bugger, mais en tout cas, si, merci beaucoup Itai pour les retours, c'est très intéressant. Merci. Eh bien, je voulais juste savoir si on concluait et si vous aviez peut-être un mot de fin où on peut conclure. Si quelqu'un a une dernière question à poser, c'est le moment. Un public en délire. Alors, Bédouin me dit que son Internet était un petit peu problématique, donc je vais me permettre de conclure à sa place. Donc, tout simplement, merci beaucoup, Émilie Bainville, Emmanuel Château-Dutier, Aurélie Petit, évidemment, tout le public et le comité organisateur que nous sommes, d'avoir été présents. Alors, le prochain rendez-vous sera le 7 novembre. Vous pouvez rester à l'affût sur la page Facebook d'Hypothèse. On vous invite également à aller voir le site d'Hypothèse. On a changé beaucoup de choses en ligne, donc allez voir. Vous allez voir, il y a plein de belles choses. Il y a également le podcast annexe qui est disponible sur le site d'Hypothèse. Donc, on va vous tenir au courant de la suite du prochain format pour le 7 novembre. D'ici là, bon courage à tous et à toutes dans la situation qu'on vit. Et merci beaucoup encore, présentatrice et à Emmanuel Château-Dutier pour la présentation aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci.